Et si l'animal que le monde entier croit disparu depuis 1936 n'avait jamais quitté la mauvaise île? Pas la Tasmanie. L'autre, celle où personne n'a jamais vraiment cherché. Il existe une mâchoire dans le règne animal qui ne ressemble à aucune autre. Celle du thylacine s'ouvre à près de 90 degrés, plus du double de ce qu'un chien ou un loup peut accomplir. Ce détail n'est pas une légende de chasseur. Il a été filmé une seule fois, en 1933, dans un zoo de Hobart, 4 mois avant que le dernier individu captif ne meure sur un sol de béton, un soir où son gardien avait oublié de le laisser rentrer à l'abri. Depuis cette nuit-là, plus aucune image, aucun spécimen confirmé, aucune trace validée par un laboratoire. Il reste cette bobine de 1933 et un silence de près d'un siècle. Mais le silence, on va le voir, n'a jamais voulu dire ce que tout le monde croit. Au début des années 1970, au pied du Puncak Jaya, à environ 2400 mètres d'altitude, un homme du nom de John Saracong est assis près d'un feu avec un collègue. Deux silhouettes sortent alors de la lisière des arbres. Une forme de chien, mais rien d'un chien. Des queues raides comme des tiges de bois, sans la moindre souplesse. Des corps pâles dans la pénombre. Et quand le plus grand des deux ouvre la gueule, Saracong ne bouge plus. Pas à cause des dents, à cause de l'ampleur de cette ouverture, cette même amplitude que personne n'avait revue depuis la Tasmanie. Ce témoignage aurait pu rester une anecdote isolée, sauf qu'en 1960, des restes fossilisés de thylacine ont été mis au jour à Nombe, un site archéologique des hautes terres de Papouasie-Nouvelle-Guinée, daté d'environ 4500 ans. Les habitants d'Ani de la région ont même un nom pour la créature que les anciens décrivaient encore, Dobsegna. Un mot qui existait avant que la science occidentale ne s'intéresse à cette partie du monde pour désigner un animal que les manuels rangeaient déjà, à tort, dans la case des espèces disparues depuis des millénaires. Une femme originaire des Hautes-Terres, interrogée des décennies plus tard par un chercheur occidental, a raconté avoir observé plusieurs Dobsegna durant sa jeunesse dans son village natal, entre les années 1960 et 1980. Quand on lui a montré, bien plus tard, un reportage sur le sujet, elle a confirmé chaque détail sans hésiter, comme si la mémoire de l'animal n'avait jamais eu besoin d'être ravivée. En mars 2023, le professeur Barry Brook de l'Université de Tasmanie a publié une étude s'appuyant sur 1237 témoignages de rencontres avec le thylacine, la base de données la plus complète jamais rassemblée. Sa conclusion a fait l'effet d'une onde de choc dans la communauté scientifique. La date officielle d'extinction, fixée en 1936, était sans doute prématurée. L'animal aurait vraisemblablement survécu dans les régions sauvages du sud-ouest tasmanien jusque dans les années 1980, voire jusqu'au début des années 2000. Et en 2025, une seconde étude est venue compléter le tableau, cette fois du côté génétique. Elle a montré que le thylacine avait accumulé, au fil de son évolution, une série de pertes génétiques qui l'ont rendu particulièrement vulnérable au changement de son environnement. Autrement dit, sa disparition n'a jamais tenu du hasard. Elle tenait d'une fragilité inscrite dans ses gènes, ce qui rend d'autant plus frappant le fait qu'il ait pu, malgré tout, se maintenir aussi longtemps hors des regards. Voici alors la question qui change tout. Si le thylacine a survécu jusqu'à 6 décennies après la signature de son certificat de décès sur une île de 68 000 km² placée sous surveillance humaine active, qu'est-ce que cela implique pour l'île située 200 km plus au nord? Là où aucune prime de chasse n'a jamais été offerte, où aucune recherche systématique n'a jamais été menée, et où les fossiles du même animal reposent dans les mêmes montagnes d'où proviennent encore aujourd'hui les témoignages, la Nouvelle-Guinée n'est pas une simple forêt. C'est un morceau de croûte terrestre replié sur lui-même par une collision tectonique sculptée en crête qui emprisonne des systèmes météorologiques entiers pendant des semaines. Elle occupe moins d'0,1% de la surface des terres émergées de la planète, mais abrite entre 5 et 10% de toute la biodiversité connue. Sur les 896 espèces de vertébrés recensées sur l'île, environ 64% n'existent nulle part ailleurs sur Terre, et 80% de sa couverture forestière reste intacte. L'intérieur de l'île fonctionne comme une succession d'enclos écologiques naturels. Les monts Jayawijaya culminent à plus de 4800 mètres. La vallée de Baliem, d'où proviennent les témoignages les plus concentrés géographiquement, se situe à environ 1600 mètres, entourée d'un relief resté vierge sur toute carte occidentale jusque dans les années 1930 et qui n'a jamais fait l'objet d'un inventaire systématique de sa faune mammalienne. Le froid y est constant. L'humidité, permanente. Ce sont exactement les conditions, altitude, froideur, végétation montagnarde dense, faible circulation humaine, sous lesquelles les dernières populations tasmaniennes confirmées ont tenu le plus longtemps selon la cartographie de Brook.
La Nouvelle-Guinée n'est donc pas seulement un endroit où l'animal pourrait exister, c'est l'endroit qui reproduit, presque trait pour trait, l'environnement où il s'est éteint en dernier. Le témoignage direct le plus récent remonte à 2019. Le réalisateur australien Robbie Fatt a mené une enquête sur les signalements de thylacine en Irian Jaya, se rendant dans un village nommé Turnobel, près de la frontière avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée. 2 chasseurs expérimentés des Hautes-Terres ont identifié des photographies du thylacine sans la moindre hésitation, sans jamais les confondre avec une espèce locale connue. Les 2 hommes l'ont décrit comme un animal réel, présent sur leur territoire, mais extrêmement rarement aperçu. L'explorateur autrichien Franz parcourt les régions reculées d'Irian Jaya depuis 1976. Au cours de plusieurs expéditions dans les années 2000, il a mené ce qui s'apparente à une enquête informelle mais méthodique, montrant à des communautés des Hautes-Terres des images d'animaux variés. Le résultat a été net, presque brutal dans sa clarté. Les populations des basses terres n'ont montré aucun signe de reconnaissance. Les populations des hautes terres, celles vivant au niveau ou au-dessus de la zone de broussailles montagnardes, ont reconnu l'animal, et uniquement celui-là. Un témoin l'a décrit comme très farouche et rarement aperçu, associé aux prairies d'altitude et aux terrains marécageux. Un autre, sans qu'on le lui suggère, a imité un comportement précis du thylacine, se dresser sur ses pattes arrière pour voir par-dessus les hautes herbes, un trait documenté sur des images en captivité, mais qu'aucune publication régionale courante ne mentionne. Ce genre de détail ne s'invente pas. Un mensonge répète ce qu'il a déjà vu ailleurs. Un souvenir, lui, reproduit un geste que personne n'a eu l'occasion de lui enseigner. Dès 2003, l'explorateur chevronné Ralph Castle, actif en Irian Jaya depuis de nombreuses années, a confirmé que depuis au moins 1995, des récits persistants d'un prédateur rayé à la queue rigide circulaient dans au moins 2 secteurs distincts de la vallée de Baliem, la région de Yali au nord-est et le massif de Carstens au sud-ouest, ce dernier se trouvant à moins de 300 km du site fossile de Nombe. Et en 2016, l'Indonesia Observer a rapporté un signalement près du corridor montagneux de Kurima, Oksibil et Okbibab, en Papouasie-Occidentale, exactement le même type de terrain reculé et élevé où les témoignages se concentrent sans interruption depuis les années 1970. Ce n'est pas une coïncidence géographique, c'est une constante. Et ce n'est pas tout. En 1993, un chercheur du WWF a découvert, au-dessus de la limite des neiges dans la chaîne Jayawijaya, des empreintes de pattes ressemblant fortement à celles d'un thylacine. Une trace physique gelée dans l'altitude à des années de tout village habité. Au même moment, à quelques centaines de kilomètres, un autre animal offrait un précédent troublant. Le chien sauvage des Hautes-Terres de Nouvelle-Guinée, ancêtre du dingo australien, était considéré comme fonctionnellement absent des populations sauvages depuis 1976. En 2016, une population reproductrice a été photographiée dans les monts Star à plus de 4000 mètres d'altitude. 40 ans d'absence supposée sur la même île, dans le même type de terrain, avec le même mécanisme en cause, une absence de preuve entièrement due à une absence de recherche. En décembre 1938, un pêcheur du nom de Hendrik Goosen a ramené au port d'East London, en Afrique du Sud, un poisson aux écailles bleues et aux nageoires pectorales semblables à des membres, que jamais aucun biologiste vivant n'avait observé. L'espèce Latimeria chalumnae, le kelacanthe, n'était connu que par des dépôts fossiles datant du Crétacé, officiellement disparu depuis 66 millions d'années. Les scientifiques qui l'avaient déclaré éteint ne s'étaient pas trompés sur les données dont ils disposaient. Ils travaillaient simplement avec les informations tirées des environnements auxquels ils avaient accès. Personne n'avait cherché dans les eaux profondes, froides et géologiquement isolées. L'absence n'était pas une preuve, c'était une catégorie d'ignorance. Et le kelacanthe n'a rien d'une exception isolée dans l'histoire des sciences naturelles. Des espèces entières, considérées éteintes depuis des millénaires ou simplement jamais décrites, refont surface dès que l'humain met enfin les pieds là où il n'était jamais allé. Ce n'est jamais l'animal qui revient d'entre les morts. C'est la carte de nos connaissances qui, brutalement, se met à jour. L'étude de Brooke a également révélé que plus de la moitié des 1237 témoignages évalués provenaient de simples citoyens, gardes forestiers, randonneurs, agriculteurs et non de scientifiques ayant accès à des canaux de publication académiques. Or, c'est exactement cette catégorie de témoins qui s'accumule depuis plus de 50 ans dans les Hautes-Terres de Nouvelle-Guinée. Chasseurs, missionnaires, explorateurs, tous en dehors de tout cadre institutionnel, décrivant à travers des décennies et des vallées différentes la même queue rigide, la même ouverture extrême de la mâchoire, le même habitat d'altitude, la même rareté. Alors pourquoi, si l'animal pouvait théoriquement subsister dans ces montagnes, aucune preuve physique n'a-t-elle jamais été établie? Aucune photographie confirmée,
aucun spécimen, aucune trace vérifiée en laboratoire, aucun ADN environnemental. La première partie de la réponse est statistique. Même en Tasmanie, avec des décennies de recherche active, des pièges photographiques, des équipes de chercheurs dédiés et des enquêtes gouvernementales formelles, l'étude de Brooke a conclu que la probabilité de survie du thylacine jusqu'à aujourd'hui restait inférieure à 1%. Les signalements les plus fiables de la période récente se concentraient dans un corridor sauvage d'environ 3500 km². Et c'était la Tasmanie, avec ses routes, ses chercheurs, ses institutions actives depuis près de 90 ans. Le territoire montagneux pertinent de Nouvelle-Guinée couvre, lui, 785 000 km², 11 fois la superficie totale de la Tasmanie, sans qu'un seul piège photographique n'ait jamais été installé en altitude. La deuxième partie de la réponse est biologique. Dans un environnement montagnard tropical, avec une humidité élevée et une altitude significative, les tissus mous se dégradent en quelques jours à peine. Les ossements eux-mêmes, en dehors d'un site de conservation exceptionnel comme celui de Nombre, où le spécimen vieux de 4500 ans a survécu grâce à une accrétion de carbonate de calcium, se dissolvent en terrain ouvert en quelques décennies. Un thylacine mort dans un marais alpin de Nouvelle-Guinée ne laisserait derrière lui aucune preuve récupérable l'espace d'une seule génération. La troisième partie de la réponse est politique. Les régions montagneuses de la Papouasie occidentale, la moitié indonésienne de l'île d'où proviennent la majorité des témoignages cohérents, sont soumises depuis les années 1960 à des restrictions sévères pour les chercheurs étrangers. Tout accès scientifique nécessite un permis spécial délivré depuis Jakarta et de nombreuses demandes restent sans réponse pendant des années. Le seul territoire au monde où un zoologiste disposerait du meilleur argument statistique pour lancer une recherche est aussi le seul territoire où aucun zoologiste n'a réellement été autorisé à chercher. L'absence de preuves physiques en Nouvelle-Guinée n'est donc pas une preuve d'absence. C'est la conséquence directe et mesurable d'un fait tout simple. Selon chaque critère quantifiable, couverture des relevés, déploiement de pièges photographiques, échantillonnage, génétique, accès institutionnel, cette région n'a tout simplement jamais été fouillée. D'ailleurs, la science commence à peine à combler ce vide. Une technique récente, testée dans les montagnes reculées du Vietnam, consiste à extraire l'ADN contenu dans le sang que les sangsues viennent d'aspirer, révélant ainsi la présence d'espèces rares et insaisissables sans jamais les observer directement. Les chercheurs disposent déjà de l'ADN de peaux de thylacine conservées en collection. Une correspondance deviendrait donc techniquement possible. Le seul obstacle qui reste n'est pas la science, c'est l'accès. Et tant que cet accès ne sera pas accordé, chaque nouvelle absence de preuve continuera d'être présentée à tort, comme une confirmation d'extinction, alors qu'elle ne mesure en réalité qu'une chose, le nombre de fois où personne n'a regardé. Quelque part dans les hautes terres du Jayawijaya, au-dessus de 2400 mètres, le feu que John Saracong entretenait cette nuit-là s'est éteint depuis longtemps. Les deux silhouettes sont retournées dans l'obscurité sans laisser la moindre trace qu'une institution ait jamais confirmée. Et les restes fossiles de Nombre reposent aujourd'hui dans une vitrine de musée datée de 4500 ans avec une étiquette qui affirme « Il était ici, il a cessé d'être ici, le dossier est clos ». Le dossier n'est pas clos. Un animal ayant survécu sans être détecté pendant 6 décennies sur une île pourtant surveillée, ayant peuplé ces mêmes montagnes il y a au moins 4500 ans et dont la seule preuve d'absence reste l'absence totale de véritables tentatives de le retrouver. Cet animal n'a jamais été déclaré éteint sur la base de preuves. Il a été déclaré éteint sur la base du silence. Et le silence, dans le territoire le moins exploré de la planète, peut encore vouloir dire beaucoup de choses.